Donc moi, je représente Kantar World Panel. On est un institut d'études qui travaillons sur le panel consommateur. Donc, on est expert du consommateur. Et dans ce cadre-là, on étudie toutes les tendances de consommation des Français, que ce soit dans le passé, ce qui nous permet de voir un petit peu comment évoluent les manières de consommer, les manières d'acheter et d'en faire des perspectives. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu des nouvelles tendances alimentaires. Donc on va prendre aussi un petit peu de recul sur 10 ans. On a fait une grosse étude cette année sur les 10 dernières années et quelles ont été les clés de succès des marques sur le marché. Donc c'était intéressant de reprendre des éléments de cette étude notamment. Si on regarde sur 10 ans, les 10 dernières années, les Français, ils ont adopté de nouveaux régimes alimentaires et notamment ils ont végétalisé leur alimentation. On constate un recul assez net du poids des protéines animales dans leurs dépenses, c'est-à-dire que ce soit une viande traditionnelle de boucherie, une viande surgelée ou même en conserve. On a regardé toutes les technologies, c'est en recul. C'est à peu près 24% de leurs dépenses quand même, ça reste un poste de dépense assez important au total alimentaire. Et puis, c'est à mettre en parallèle avec l'explosion des régimes alimentaires comme le flexitarisme qui a pris 21 points de plus, 21% de ménages en plus par rapport à 2015. Et des Français qui ont compensé en dépensant plus, en achetant plus de produits végétaux, on va dire. Là, ça a progressé de plus 1,3 points dans leurs dépenses. Aujourd'hui, c'est 15% des dépenses des ménages français qui se font sur des produits végétaux, des fruits et légumes frais, des fruits et légumes surgelés, par exemple, ou des conserves de légumes ou de fruits, par exemple. Peu importe la technologie. Et puis, ces 10 dernières années étaient marquées par l'explosion du bio, qui est aujourd'hui la promesse autour du mieux manger la plus développée, on va dire, la plus emblématique. Mais ça représente que 5% des dépenses des ménages français, aussi un peu de recul. On a eu aussi une explosion du plébiscite du local. On a beaucoup parlé de la souveraineté alimentaire pendant le Covid. Il y a eu un vrai plébiscite des offres locales. Donc ça se traduit typiquement par une hausse du poids des dépenses envers les marques issues des petites et moyennes entreprises, donc des Français qui ont plutôt tendance à plébisciter des petites marques plutôt que des marques issues de grands groupes multinationaux. Donc ça a été aussi très fortement exprimé sur ces 10 dernières années. Et puis, un peu plus nouveau, on va dire, ou un petit peu plus moins fort, on a aussi la dimension du sang qui a beaucoup progressé, le sang nitrite, sang conservateur, comme je vous l'ai dit. Beaucoup plus aussi de dépenses autour de produits écologiques naturels. Donc, tout ça, bien sûr, et derrière, il y a les labels. Et puis, une hausse, j'y reviendrai, des produits végétaux de substitution à une protéine animale. Bonjour Monsieur Poupart. Bonjour. Vous êtes rapporteur de l'étude du Césaire sur l'alimentation en Bretagne en 2050. À ce sujet-là, quels seraient les impacts pour l'industrie agroalimentaire si en 2050 la société s'accordait à considérer l'alimentation durable comme une cause commune ? Dans ce scénario, en fait, qui est un scénario où la société est devenue très développement durable et très sobre, on a un retour quand même vers les produits bruts, vers plutôt l'agriculture que l'agroalimentaire. Donc l'agroalimentaire est quand même un peu perturbé et il doit se réinventer parce que les produits ultra transformés, les produits avec beaucoup de valeur ajoutée sont moins demandés par les consommateurs, donc on a quand même une restructuration importante de l'agroalimentaire et plutôt un retour vers le travail agricole avec aussi moins d'intrants et tout ça, et donc plus de travail physique, quoi. Bonjour Madame Kerboriou. Bonjour. Vous êtes également rapporteur de cette étude du Césaire. Oui. Quels seraient les impacts pour l'industrie agroalimentaire bretonne dans le cas d'une alimentation qui serait considérée dans sa plus pure fonction nutritionnelle ? Alors si on prend en fait justement ce côté de la pure valeur nutritionnelle dans notre premier scénario, cette valeur est également appuyée sur un critère très technologique de ce scénario. Donc on est vraiment sur le fonctionnement des applis poussé à l'extrême, tout ce qui est e-commerce et tout ça. Et au niveau de l'agroalimentaire, justement, ce qui en découle, c'est qu'on va avoir une industrie qui va continuer à être tournée vraiment sur la mondialisation
mais une industrie aussi qui va vraiment être dans le développement pur, puisqu'elle va pouvoir faire beaucoup d'innovation, beaucoup de création, puisqu'on est aussi dans de l'ultra transformé. Et tout ça, bien sûr, dans une obligation de santé et de nutrition, puisque tout est vraiment suivi, mesuré, dans l'intérêt de la santé du consommateur. Et dans le cas d'une société fragmentée, avec un individualisme poussé à l'extrême, quels seraient les impacts pour l'agroalimentaire breton ? Oui, dans ce scénario, qui est un des 4 scénarios de l'étude qu'on a réalisé au Césaire, là on va plutôt vers une fragmentation en tribus qui chacun consomme de façon différente, et c'est assez clivé suivant les groupes, et donc l'agroalimentaire lui s'adapte en faisant une hyper-segmentation et en ayant des produits qui sont adaptés à chaque tribu, chaque groupe de consommateurs. Et donc on peut avoir l'exemple, c'est que pour une brique de lait, on aura du lait végétal, du lait bio, du lait transformé de telle façon, etc. Et donc on va décliner, ça va plutôt multiplier l'offre agroalimentaire avec plein de petites séries qui répondent à des niches de marché, quoi. Donc on est sur quelque chose de très différent d'un scénario, du scénario qui serait beaucoup plus développement durable et une sobriété volontaire. Si en 2050 on se retrouve avec des pénuries alimentaires qui obligeraient l'État à intervenir, quels seraient les impacts pour l'agroalimentaire breton ? Alors dans ce contexte-là, on est vraiment sur un très grand interventionnisme de la part de l'État. Alors ça pourrait aussi rappeler un peu ce qu'on connaît en ce moment, sur des risques de pénurie qu'on pourrait craindre. Et dans ce second scénario, en fait, l'État va vraiment énormément diriger l'économie et l'agroalimentaire. Donc je pense que l'industrie n'aura plus le choix exactement de ce qu'elle va pouvoir produire et faire. Elle aura des obligations de s'approvisionner sur certains produits en particulier, pas sur tous, et de s'adapter justement à fabriquer par rapport à des produits imposés. Voilà. Ça sera très très suivi, parce que comme il y a pénurie, forcément aussi au niveau de la quantité, il n'y aura peut-être pas possibilité d'avoir un approvisionnement en quantité suffisante. Donc ça sera très dirigé avec beaucoup moins de liberté. Toujours un accent quand même sur le côté décarbonation, le côté santé qui je pense va toujours rester présent, mais vraiment très très dirigiste voilà, et très limité. Bonjour Monsieur Bricard. Bonjour. En tant qu'élu représentant des salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire à la Chambre d'agriculture de Bretagne, vous avez décidé de mettre les nouvelles tendances alimentaires et l'évolution de l'alimentation en Bretagne en 2050 au cœur de votre journée annuelle à destination des salariés du secteur. Pourquoi était-ce important pour vous ? À travers cette journée, nous souhaitons fournir des éléments d'analyse, d'actualité, mais aussi des éléments prospectifs pour être un lieu d'échange et de débat. Donc c'est aussi l'occasion de faire le lien entre la production agricole et puis les industries agroalimentaires, l'occasion de valoriser les travaux de la Chambre d'agriculture, mais aussi d'enrichir ces travaux. Et donc au travers cette journée, cette année-là, donc ça va être l'occasion pour les représentants du personnel de prendre en compte ces informations dans les échanges qu'ils ont avec leur direction, donc sur notamment les orientations stratégiques de leur entreprise, mais aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc à ce niveau, de prendre en compte les compétences nouvelles pour mettre en place des formations adaptées.